Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 26 avril 2022, le mois d'avril qui file à toute vitesse, mais quand même, l'hiver n'est pas terminé. José Soucy, bon matin. Bon matin, on nous annonce un 3 pour jeudi, je pense. Hein? Oui, bien demain, commençant demain, là, on parle de 15 cm à certains endroits. Là. Mais écoute, moi j'ai des gens que je connais qui se sont mariés le 7 mai avec une tempête. Alors, rien n'est impossible avec Seigneur Météo. José, d'abord, on va parler du budget 2022. Je ne sais pas pourquoi que le député généreux a fait une sortie hier en Chambre, alors que le budget, bien, ça fait 2 ou 3 semaines là, que Mme Freeland l'a présenté. Bien, je pense qu'il y avait des analyses à faire concernant le budget. Là. Je dis ça sous toute réserve. Ça demeure pas moins que Bernard Généreux a parlé de quelque chose qu'il avait déjà parlé jadis, c'est-à-dire que des maisons à 800 000 au Canada, lorsque tu mets une mise de fonds de 40 000 ça veut dire que tu vas passer ta vie avec ta conjointe, ton conjoint, pour payer ta maison, puis tu n'auras pas trop de luxe. À 800 000 pour se loger, Michel, là, je pense qu'on a complètement perdu le sens des valeurs et la valeur de l'argent, d'ailleurs, ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable. Je ne sais pas ce qui est arrivé au marché canadien de l'immobilier. Il y en a qui se sont enrichis, bien entendu. Il y en a une motadite gang qui vont s'appauvrir. Ça, je t'en passe un papier. José, on parle de l'augmentation du taux directeur d'un autre demi-point parce qu'on veut freiner l'inflation qui est à tout près de 7 là. Écoute, j'ose imaginer là, qu'une maison, c'est de mémoire, là, c'est un expert là, qui avait sorti ces chiffres-là. Là. C'est tout près de 1 600 1 700 $ par mois pour une hypothèque là, aux environs de 700 000. Donc, si le taux directeur augmente, bien, ça veut dire qu'il y a plus d'intérêt, il y a moins de capital qui est versé et plus d'intérêt. Comment un ménage, un jeune couple, peut se permettre, même avec 40 000 $ qu'on donne, on l'a annoncé, là, avec le placement qu'on peut utiliser maintenant sans impôt, là, comment on peut faire pour payer une hypothèque de 700 ou 800 000 les jeunes couples ne peuvent pas s'acheter une maison. Si on veut avoir des enfants, c'est impossible. Et tu le dis, là, la valeur de l'argent n'existe plus. Là. Ben non, Michel, je l'ai dit et je le redis, c'est complètement inacceptable. Il va falloir qu'on revoie les règles du marché, je pense. Écoute, là, c'est sûrement un projet laborieux de tout regarder ça de fond en comble, mais je veux dire, se loger, Michel, c'est un besoin de base. Et lorsque ce n'est plus accessible pour des gens de la classe moyenne, on a un problème. Ça veut dire que ces gens-là vont devoir vivre en loyer une bonne partie de leur vie. Puis tu sais que ça peut faire un peu comme en Europe, c'est que tu payes ta maison, puis ensuite de tout, tu t'en vas, puis c'est tes enfants qui continuent de payer ta maison. Tu payes ça sur 2-3 générations. Je ne sais pas, Michel. Tu sais que pendant la crise covidienne, on s'est énormément endetté, on a imprimé de l'argent. Et là, on a la crise en Ukraine, on a la crise pétrolière. Tout monte, l'inflation galope comme elle n'a jamais galopé. Et c'est pas bon pour l'avenir de la classe moyenne canadienne et québécoise, Michel. Ça, j'en suis complètement convaincu. Tu sais, on parle ce matin beaucoup d'une troisième guerre mondiale. Là. Je sais que c'est pas très positif, là, nos commentaires ce matin. Là. Mais des fois, on se demande si c'est pas ça que ça prendrait parce que... on doit freiner pénurie de main-d'œuvre. Écoute, tout augmente partout. Le transport, tu l'as mentionné, le pétrole, il va falloir que ça arrête à quelque part parce que, c'est quoi, on va se ramasser avec des maisons surévaluées, des maisons qui valent peut-être 300 000, 200 000, qu'on va payer 700 000, 800 000, que personne ne pourra se payer d'ailleurs. Il n'y a plus personne qui sera capable de s'acheter une maison. Ou encore, personne ne sera plus capable de vendre sa maison.
Alors, c'est inquiétant quand on regarde tout ce qui se passe. Il va falloir, et des interventions comme Bernard Généreux, mais on en a besoin. Il va falloir que les gouvernements se prennent en main et qu'on trouve une solution à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Oui, mais en même temps, Michel, on a voté libéral. Là, il y a une coalition, c'est-à-dire qui donne une majorité jusqu'en 2025 aux libéraux avec l'aide du NPD. D'ailleurs, Bernard Généreux dénonçait ça aussi dans le sens que, avec les programmes qu'on a annoncés, parce que le NPD sont réellement plus à gauche, de moins en moins à gauche que le Parti libéral, mais quand même, je veux dire, on vit comme s'il n'y avait pas eu de crise, comme si, excuse-moi, une expression qui est totalement surutilisée, même usée, mais l'argent ne pousse pas dans les arbres, là. On a un système qui fait en sorte qu'on a besoin d'argent et là, on a imprimé énormément d'argent. On est obligé de monter les taux directeurs pour freiner l'inflation et on s'attend que ça va monter encore et encore, ces taux directeurs-là. Et l'inflation, je pense que dans les 3 premiers mois de 2022, c'est 6,7 %, Michel. C'est pas rien. Et pour dire que l'argent n'a plus de valeur, je pense qu'on en a eu la preuve hier. Twitter qui a été acheté par Elon Musk, qui est le propriétaire de Telsa. 44 milliards de dollars. Sa fortune serait, je vais le dire au conditionnel, serait évaluée à plus de 275 milliards. Alors, il se paye la traite et achète le réseau social Twitter. Et il a l'intention de le transformer, là. Oui, mais en même temps, Michel, il y avait énormément de censure depuis un certain temps. Je te dirais depuis le début de la crise covidienne. Tu ne pouvais plus dire ce que tu voulais dire. L'ex-président Trump s'est fait censurer. Il n'avait plus de compte. Il y en a plusieurs dans cette situation-là. À la minute que tu parlais d'un sujet sensible ou que tu te mettais en doute les vaccins ou les politiques gouvernementales en lien avec la COVID, tu te faisais censurer. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Il y a des gens qui s'inquiètent de ça, mais en même temps, on aurait peut-être pu s'inquiéter de la censure sur les réseaux sociaux avant qu'Elon Musk mette la main sur Twitter avec 44 milliards US. Michel, c'est pas rien. On va laisser la chance aux coureurs. On va voir ce qu'il y en est, parce que tu sais que, notamment, l'ex-président Trump s'était déplacé sur une nouvelle plateforme. Je pense que c'était Getter, si je me souviens bien. Il va falloir qu'on garde nos règles démocratiques et qu'on remette à l'avant-plan la liberté d'expression. Parce qu'il y a le mouvement woke qui vient des États-Unis qui est en train de réellement s'infiltrer au Québec également. Et ce qu'on appelle également la cancel culture, c'est qu'on essaye complètement de changer les normes de société, de sorte que des gens comme toi et moi, on se retrouve de moins en moins dans cette société-là. José, dans un autre ordre d'idée, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais vendredi, Véronique Yvon annonçait son retrait de la politique active. C'est une lourde perte pour le Québec, mais aussi une très lourde perte pour le Parti québécois. Oui, absolument, Michel. C'était un des comtés Joliette qui aurait pu être remporté encore par le Parti québécois avec la force de Véronique Yvon. Là, il reste un château fort pour le Parti québécois et c'est Matane, en raison de Pascal Bérubé. Pascal Bérubé qui est plus populaire que son parti. Mais pour le reste, c'est pas de bon augure pour le Parti québécois, le parti de René Lévesque. Je pense que René Lévesque doit se tourner dans sa tombe. Je pense qu'une des problématiques reliées à la chute du Parti québécois, c'est qu'ils sont trop à gauche, trop social-démocrates, trop environnementalistes, et de sorte que les gens qui sont séparatistes ou souverainistes, qui sont plus au centre et à droite, ne se reconnaissent plus. Ils vont vers d'autres cieux, ils vont vers la CAQ, peut-être même le Parti conservateur. Il y a un nouveau clivage au Québec. Ce n'est plus fédéraliste versus souverainiste. C'est la gauche versus la droite, les pro-mesures versus ceux qui sont contre. Et ça explique également un peu la chute du Parti libéral. Parce que combien de fois le Parti libéral s'est fait élire avec le spectre d'un référendum qu'à l'arrivée, si on votait pour le Parti québécois. Ils ont joué cette recette-là depuis la fin de 1995. Ils ont resté énormément longtemps au pouvoir. Rappelle-toi, en 2012, Pauline Marois est rentrée dans un gouvernement minoritaire. Et en 2014, elle a été chercher Pierre-Carl Péladeau comme candidat. Puis il a levé son poing, puis il a parlé d'un pays. Ça n'a pas pris 5 minutes que le Parti libéral a repris ça. Il dit, si vous votez pour le Parti québécois, vous votez pour un référendum. Ça a fait en sorte qu'on a eu un autre gouvernement libéral majoritaire. Il faudrait se recentrer pour le Parti québécois, mais en même temps, ils n'ont pas l'air à vouloir. Paul Saint-Pierre Plamondon, il semble quand même assez têtu à bien des égards. Mais on va voir le résultat que ça va donner. Le temps va lui donner raison ou tort. Ça reste à suivre, mais j'ai l'impression qu'il va avoir tort, Michel.
Oui, j'ai l'impression que si il y a une défaite cuisante à l'automne, il pourrait se retirer. Puis c'est un avocat, c'est un brillant homme, là. J'ai l'impression que il pourrait aller voir ailleurs s'il y est. Parce qu'il n'y a rien d'encourageant pour cet homme-là depuis qu'il a pris le parti comme chef. Mais Véronique Yvon avait été pressentie aussi, José, pour faire partie pour être de la course à la chefferie du Parti québécois, puis elle s'était retirée. Absolument, Michel. Mais en même temps, pense-y comme il faut. Tu n'as pas réussi à faire l'indépendance avec René Lévesque et l'équipe qu'il avait en 1976. C'était une équipe formidable. Tu avais des têtes dans ce gouvernement péquiste. Le premier gouvernement péquiste, c'était extrêmement brillant. Le deuxième, il y a plus de misère. Il y avait une crise économique, la crise de la fonction publique. Il y a eu le beau risque ensuite. Là, tu as eu Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, tu as eu Bernard Landry. OK, puis ces gens-là n'ont pas réussi à faire l'indépendance. Penses-tu sincèrement que tu vas réussir à faire l'indépendance avec Paul Saint-Pierre Plamondon, avec l'équipe qu'il a actuellement? Je veux dire, c'est des claques par-dessus claques qu'il reçoit sur la margoulette depuis un certain temps. Là. Des départs à gauche, des départs à droite. Ils n'ont pas réussi à remporter Marie-Victorin, malgré qu'ils ont quand même eu un bon résultat, Michel. Juste terminer la politique là-dessus. On sait que dimanche, Emmanuel Macron, qui a été réélu, et José Legault, qui est chroniqueur dans le Journal de Québec ce matin, écrit « On l'a échappé belle ». À ce point-là? Non, je pense pas. C'est parce que Karine Gagnon, c'est pas compliqué. Elle est à gauche, là, elle est vraiment à gauche. Elle a son idéologie. C'est pas de l'information que le Journal de Québec fait à ce moment-là. C'est de l'opinion. Puis c'est correct, c'est une chronique, là. Sauf qu'elle a son parti pris. Il y en a d'autres qui pensent que Marie Le Pen aurait fait un meilleur travail parce que Marie Le Pen est plus nationaliste, est plus patriotique, tandis qu'Emmanuel Macron tente de s'orienter davantage vers le mondialisme, tout dépendant de ton opinion personnelle. Sauf que hier, le Journal de Québec, ou avant-hier, plutôt le Journal de Montréal, de toute manière, c'est la même chose, Québécois, il titrait qu'il est arrivé de quoi avec Donald Trump, puis dans le haut, on marquait « Pauvre Donald ». Quand tu marques ça, « Pauvre Donald », tu ne fais plus de l'information, Michel. Tu orientes l'opinion, tu fais de l'opinion. Il faut vraiment séparer les nouvelles avec les prises de position personnelles des chroniqueurs. C'est ce que j'avais à dire ce matin concernant Emmanuel Macron. Maintenant, tu veux nous parler des Coyotes ce matin, une aréna de 5 000 places, alors qu'on a un bel aréna ici. Exact. De 20 000 places. M. Bettman se fait tirer l'oreille pour ramener les Nordiques à Québec. On sait que les sénateurs d'Ottawa vont jouer quelques matchs à Québec, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ça qu'on veut. On veut un club à Québec, puis je pense que si on compare avec les Coyotes, puis je trouve ton point très important, là, on a la place, puis on est capable, au Québec, on est du monde de hockey, bien plus qu'à Phoenix. Absolument, Michel. Puis l'autre aspect, et je vais te citer Serge Chavard. Serge Chavard disait qu'à l'époque des Nordiques de Québec, ça forçait le club de hockey, le Canadien, à être beaucoup meilleur. Regarde, c'est 9 défaites en fil. On a un club de la Ligue américaine, puis avec ce club-là, on ne serait même pas capable de remporter la Coupe dans la Ligue américaine à force qu'on est mauvais. Je veux dire, c'est le club du Canadien. Tu l'as vu récemment avec le départ de Guy Lafleur, là, ça marque la fin d'une époque. Et si tu compares les deux époques, il n'y a rien à comparer. Le Canadien n'est que l'ombre de lui-même. Donc, si tu as un amphithéâtre avec 5000 personnes à Phoenix pour les 3 prochaines années, pour leur autre projet d'amphithéâtre qui est vraiment pas certain de se concrétiser, ce serait peut-être le temps à Bettman, bien entendu, il ne nous écoute pas, mais ce serait peut-être le temps de penser à Québec, parce qu'à Québec, on a un amphithéâtre, puis on est des gens de hockey. Puis je peux te garantir une chose, Michel, ce matin, qu'il n'y aurait pas 5000 personnes dans les estrades de Québec. Ça serait possiblement plein à craquer ou pas loin. Mais on a assisté il y a une quarantaine d'années, là, en 79, dans ces années-là, quand les Nordiques ont laissé la MH pour joindre les rangs de la Ligue nationale de hockey, à une guerre de brasserie. On s'en souvient, là, c'était Molson contre O'Keefe. Je pense qu'on assiste encore. Et tant que ce sera cette idée-là, tant que ce ne sera pas une décision des gouverneurs, ben, on aura toujours de la difficulté à avoir un club de hockey à Québec, malheureusement. Mais Michel, le Québec était vivant à cette époque-là, versus ce qu'on vit aujourd'hui avec le Québec qui dort, qui est dans la cancel culture, dans le wokisme. On avait un sentiment de compétition qui faisait en sorte qu'on se dépassait. Et les joueurs de hockey de la Ligue nationale, que ce soit à Québec ou à Montréal, c'était des modèles pour nos jeunes, dans notre sport national, bien entendu. Merci, José. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on va revoir les Nordiques à Québec.
Et je me demande même si je vais voir ça de mon vivant. Alors, voilà. Il y a beau être optimiste, mais il faut être réaliste aussi. Oui, oui. Merci, José. Demain, c'est la chronique culturelle avec Jonathan Renière. Et il y aura également, pour l'entrevue du jour, on reçoit Donald Archer-Baudry, qui est le nouveau directeur général de la microbrasserie Côte-du-Sud, qui viendra nous parler de ses projets comme directeur général pour la microbrasserie Côte-du-Sud. Ça complète. Bonne journée.